Bonjour, je suis Stéphane Guérard, journaliste à l'Humanité, et donc bienvenue dans l'auditorium à côté de notre rédaction, et juste à côté. Donc j'espère que vous êtes confortablement installés pour cette heure et demie de table ronde. On poursuit les travaux. Alors ce coup-ci, c'est sur la retraite, avec cette question quelle universalité pour la retraite? Poser cette question, c'est finalement évaluer ou tenter d'évaluer le but recherché par tous ceux qui ont œuvré à la création de la sécurité sociale, à envisager l'ampleur qu'ils souhaitaient lui donner. Le projet était finalement assez colossal parce que quand on regarde, quand on se réfère à l'ordonnance du 4 octobre 45, donc que nous fêtons aujourd'hui, enfin surtout demain, mais qui organise le nouveau système, il est inscrit que le but à atteindre, alors de la sécurité sociale, hein, on viendra à la retraite tout de suite, mais le but de la sécurité sociale à atteindre est la réalisation d'un plan qui couvre l'ensemble de la population du pays contre l'ensemble des facteurs d'insécurité. Donc on voit bien ce projet d'universalité. On parle bien de l'ensemble de la population du pays. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 48, des droits humains de 48, a repris tout ça en stipulant que toute personne en tant que membre de la société a droit à la sécurité sociale. Donc on voit que c'est un projet universaliste aussi qui dépasse la France. Et bon, comment ne pas citer forcément le cofondateur de la Sécu, Ambroise Croizat, qui synthétisait le principe que je pense que vous connaissez tous et toutes, chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Bon voilà pour les grands principes. Les grands principes, maintenant, quid de son effectivité aujourd'hui? C'est la question qu'on va poser à nos débatteurs, que je vais poser à nos débatteurs, et vous aurez la possibilité de rebondir sur nos échanges tout à l'heure. Alors, de ma droite à ma gauche, mais de votre gauche à votre droite, je vous présente Pierre-Louis Braz, qui est ancien président du Conseil d'orientation des retraites. Merci beaucoup d'être là. Non, en fait, je vais le faire comme ça. Michael Zemmour, économiste, enseignant-chercheur à l'université Lyon 2 et chercheur associé à Sciences Po. Et je le dis, membre du Haut Conseil des finances publiques. Si vous le dites, je dois dire que je ne parle pas au nom du Haut Conseil aux finances publiques. Voilà, donc je ne l'ai pas dit. À ma gauche, Sylvie Durand, secrétaire nationale de l'Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens de la CGT, alias UGICT, et membre actuel du corps. Et puis, last but not least, Jean-Marie Haribey, économiste atterré, on peut encore dire ça. Atterré, oui, voilà. Ancien d'Attaque et actuel, vous êtes toujours à la Fondation Copernic. Hein. Voilà, j'aurais dû quand même m'enquérir de ce petit détail avant de nous causer, mais voilà, c'est fait. Alors, commençons avec vous, Pierre-Louis Braz. Donc, ce projet de régime universel que j'essayais de développer, a-t-il été finalement atteint? Est-ce que, on partait au départ d'une assurance sociale professionnelle pour et par les travailleurs, donc a priori avec de grands trous, mais j'ai l'impression que l'objet du régime général des retraites a quand même beaucoup évolué jusqu'à aujourd'hui. Donc, est-ce que vous pouvez nous faire un voyage dans le temps? Oui, autour de cette question de l'universalité, donc je vais revenir sur le moment 45, et puis sur la résurgence de cette thématique à travers la tentative de réforme de Macron, premier mandat, de créer un régime universel, puisque c'était l'engagement même. Donc si on revient au moment 45, donc, comme vous l'avez déjà indiqué, il est placé sous le signe de l'universalité, la fameuse phrase du Conseil national de la résistance, c'est un plan complet de sécurité sociale qui assure à tous les citoyens les moyens convenables d'existence, donc j'insiste sur à tous les citoyens, donc vous voyez que ce n'est pas une référence au statut travailleur, pas travailleur, c'est une référence à la citoyenneté et à l'universalité de la citoyenneté. Et une historienne de ce moment, Colette Beck,
à parler de ce mirage de l'universalité, puisqu'effectivement, il fait partie des ambitions, mais il va très vite se fracasser. Alors, au niveau des salariés, il y a un régime qui porte encore le nom de régime général, parce qu'il avait vocation à être général pour tous les salariés, mais il a fallu concéder le maintien de régimes spéciaux dans les grandes entreprises publiques, les principales, enfin, dans les termes d'aujourd'hui, SNCF, RATP et EDF, régimes spéciaux qui valent pour les fonctionnaires, à la fois aujourd'hui, les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, et les fonctionnaires de l'État, pour lesquels c'est pas un régime, mais je passe rapidement. Donc, et ces régimes spéciaux ont été inscrits comme étant transitoires. Hein. Dans les textes, je crois que dans le code de la Sécu, on a encore des mentions du fait qu'ils sont transitoires. Donc déjà, même pour les salariés, l'ambition de généralité n'est pas atteinte. Et puis il y a cette fragmentation horizontale entre types de salariés, il y a une fragmentation verticale, puisqu'il y a les cadres qui, dans le cadre des conventions collectives qui avaient été signées avant-guerre, avaient créé des régimes de retraite spécifiques pour eux, puisque eux n'étaient pas dans les régimes des assurances sociales pour lesquels il y avait un plafond de respectabilité. Là, l'ambition, c'est de les intégrer dans la sécurité sociale, mais ils disent c'est pas assez, et donc le compromis, c'est de créer un régime complémentaire, Arco-Agir, qui est créé par un accord national interprofessionnel, mais un accord national interprofessionnel qui est complètement piloté par les pouvoirs publics. Et Ambroise Coarraza fait tout pour que cet accord, voilà, donc on crée Agirc, et puis après on créera Arco, c'est-à-dire sous le plafond, en nouveau un régime complémentaire. Donc déjà pour les salariés, vous avez une séparation verticale entre statuts, et même pour les salariés du privé, vous avez deux étages, un étage de régime général et un étage complémentaire avec des modes de gouvernance différents. Après, on a la question des non-salariés, hein, puisque c'est aussi des citoyens. Donc là, on a une loi en mai 1946, à l'initiative d'Ambroise Croizat, qui promeut la généralisation de la sécurité sociale sous conditions économiques. Mais voilà. Dès 1947, on essaie d'accélérer le mouvement. On s'aperçoit qu'on n'y arrivera pas. En gros, il commence à y avoir chez les préfets un petit affolement parce qu'on n'arrivera pas à faire rentrer les cotisations. Dès 1948, on crée une nouvelle commission sur l'eau, enfin je passe sur les détails, et en gros ils disent, bon ben, pour les indépendants, l'universalité c'est bien joli, mais on va faire des régimes socio-professionnels. Ils commencent à distinguer 4 catégories dans les indépendants: les exploitants agricoles, les artisans, les commerçants et les professions indépendantes. D'accord ? Et on les retrouve aujourd'hui, sachant que les artisans et les commerçants ont été alignés sur le régime général des salariés et sont maintenant intégrés, mais vous avez encore un régime des exploitants agricoles, un régime des indépendants. Tous ces régimes d'indépendants ont créé des régimes complémentaires aussi sur le modèle du régime général. Et par exemple, pour vous montrer combien le système peut être éclaté, pour les professions libérales, déjà, les avocats ne sont pas avec toutes les autres professions libérales, mais toutes les autres professions libérales, pour la base, sont ensemble, mais pour la complémentaire, il y a 11 sections, où les médecins ne sont pas avec les auxiliaires médicaux, les experts comptables ne sont pas avec les architectes. Enfin, je m'y perds moi-même dans ces 11 sections, et je ne pourrais pas... Bon. Donc, un système totalement éclaté. Donc, c'est bien évidemment un échec par rapport à l'ambition politique, c'est le mirage... c'est les termes de Colette Beck. C'est aussi un échec fonctionnel, parce que dès que vous faites un régime par répartition, eh ben, se pose la question de l'équilibre démographique à terme de ce régime. Et autant, même pour une communauté nationale, eh ben, les questions de démographie se posent, mais alors pour une profession, les questions de pérennité démographique se posent avec encore plus d'acuité. Pensez au régime des mines, qui a été préservé aussi en 1945. Si on avait en 1945 dit à Maurice Thorez qui aurait quasiment plus de mineurs dans les années 70, il aurait halluciné, quoi. Hein. Donc, bon, ben, voilà, on avait un régime qui était basé sur le fait qu'il allait continuer à avoir des mineurs, il n'y a plus de mineurs. Alors, je vous rassure, bien évidemment, dans ces cas-là, on ne règle pas d'un trait de plume, mais on ne demande pas à un mineur d'assumer le fait qu'il n'ait pas de descendant en tant que mineur. La solidarité nationale se remet en forme, en l'air, avec des impôts, des cotisations affectées, des subventions, et après vous avez des débats, oui, mais il est subventionné, pourquoi il est subventionné? Bon, en gros, c'est ça. Donc, échec politique, échec technique et fonctionnel, et puis surtout, le développement d'un sentiment de suspicion et de défiance des uns vis-à-vis des autres. Hein, en gros,
il y en a qui sont privilégiés pour la retraite. Et le thème qui a fait Flores, c'est en gros, tout ce qui est public, c'est subventionné et favorisé au niveau de la retraite. Et c'est un leitmotiv, quoi. Et c'est encore le cas. Donc vous avez M. Charles de Courson qui vient de rendre un rapport sur le régime des fonctionnaires. Il y a une étude de l'adresse qui montre que si on applique aux fonctionnaires les règles du régime général et d'Arco-Agir, en tout cas pour les fonctionnaires sédentaires, eh bien globalement, en moyenne, les fonctionnaires gagneraient à être dans le régime privé à hauteur de 1,5%. D'accord ? Donc ça montre bien que c'est un mythe, hein. Voilà, et M. de Courson reprend cette étude, il dit oui, mais moi je vais vous faire un autre calcul pour à nouveau réalimenter cette suspicion qu'il y en aurait qui seraient privilégiés. Je ne dis pas qu'ils n'aient pas été privilégiés, ça c'est une étude qui a été faite sur la génération 58, dans les conditions de la génération 58, je ne dis pas que pour les générations avant, c'est pas le cas, et je ne vous dis pas que pour les générations suivantes, ce ne sera pas, voilà, puisque si par exemple la part des primes dans la rémunération des fonctionnaires augmente, eh bien, ils deviendront défavorisés. Bon. Et puis, sur les sédentaires, ça ne prend pas en compte les catégories actives et inactives. Mais mon propos, c'est pas de régler cette question techniquement, c'est de dire que dès lors que vous avez cette fragmentation de régime, vous avez tout de suite, disons, un manque de confiance dans le système, parce que ça alimente un discours sur oui, mais il y en a un qui en profite au détriment des autres. Donc, voilà, un échec, mais pour autant, la question est agitée en permanence, mais personne ne veut vraiment la saisir. Jusqu'au moment où il y a le nouveau président de la République qui dit « moi, je vais faire un régime universel ». Alors, il faut faire un peu la généalogie d'où vient cette idée. Alors, ça va vous étonner pour Emmanuel Macron, mais c'est une note de Thomas Piketty et d'Antoine Bozio, publiée en 2008, qui proposait effectivement de faire un régime universel. Alors, cette note, elle est publiée. Elle suscite un certain nombre de débats, un intérêt, hein, parce qu'elle est extrêmement cohérente, bien construite, convaincante sur le papier, tellement bien qu'il y a des débats au Sénat, puis qu'on demande au corps de faire un rapport, donc il y a un rapport du corps qui est consacré à cette question, régime en point, régime en compte notionnel, c'est comme ça qu'on appelle la proposition de Piketty-Bozio. Bon, le rapport conclut que c'est compliqué, bon, mais que voilà, en règle générale, au corps, étant donné la diversité des participants, on ne peut pas avoir de position extrêmement ferme. Et puis on oublie la réforme de Sarkozy, on revient aux réformes paramétriques, on ne fait pas de réforme systémique, on n'essaie pas de changer le système, on bouge certaines de ses paramètres. Et puis il y a donc un candidat à la présidence de la République qui met ça dans son programme. Alors relisez son programme, hein, rétrospectivement c'est très intéressant, il dit les retraites ce n'est plus un problème financier, le système est à l'équilibre, vous avez vu les rapports du corps qu'on lui est passé. L'âge de départ à la retraite restera à 62 ans, hein, on est en 2016, c'est pas Mathusalem, hein, mais le système est vicié, il n'est pas juste, parce qu'il y a cette diversité de régime, et donc je vais faire un régime universel où 1 euro cotisé, on aura les mêmes droits, quel que soit le statut. Et là s'engage un processus de négociation, conduit par M. Delvoye, puis M. Petraszewski, ça dure 2 ans. En gros, qui soutenait dans le monde social et politique la proposition Bozio-Piketty reprise par Macron? Alors, surtout pas les technocrates. Donc, moi, le monde que je connais, les technocrates, par rapport à ça, on disait, oui, si on commençait sur une feuille blanche, on ferait ce que propose Bozio-Piketty. Mais vu de là où on part, étant donné excusez-moi d'être trivial, le bordel que nous avons à gérer, faire la transition dans un système universel, techniquement même, et sans parler des problèmes politiques, hein, donc on savait aussi qu'ils étaient importants, mais c'est hyper compliqué, on n'y arriverait pas. Bon. Donc les technocrates disaient, voilà. Donc, pas vraiment de soutien, si ce n'est la CFDT. La CFDT, dès le début, a montré son intérêt pour cette idée d'universalité, notamment pour en finir avec cette idée, il y a des privilégiés, il n'y a pas de privilégiés, ainsi de suite. Bon. Mais, et donc, ça a été une surprise de voir un homme politique reprendre ça. Pour les technocrates et pour la plupart
des organisations syndicales. La CFDT, ça m'est réjoui dans un premier temps, mais c'était vraiment une surprise. Mais c'était l'époque du Macron, première formule, hein, du genre finissons-en avec le vieux monde, les corps intermédiaires, et ainsi de suite. Alors, quelle meilleure incarnation du vieux monde que ces régimes gérés selon des règles différentes, se juxtaposant les uns aux autres, les uns gérés par les partenaires sociaux pour les complémentaires, les autres par l'État pour la base, les agricoles Bon, on sait que les agricoles gèrent quasiment le ministère de l'Agriculture, donc ils gèrent à travers le ministère de l'Agriculture leur système de retraite. Donc, bon, ça c'était vraiment le vieux monde. Et donc lui, on y va. Voilà. Bon, donc 2 ans de palabres, crispation des positions, et une loi votée au 49.3, et puis ensuite le Covid, et ça s'arrête. Alors, certains me disent que ça s'est arrêté à cause du Covid. Moi, je dis que ça s'est arrêté grâce au Covid, parce que d'une part, c'était pas techniquement bouclé, et que d'autre part, ça avait déjà suscité des oppositions. Et des dispositions extrêmement larges. Hein. Donc, la CGT était contre, mais les avocats étaient contre aussi. Alors, je ne vais pas parler des positions de la CGT, parce qu'il y a quelqu'un qui en fera beaucoup mieux que moi, mais les avocats, c'était simple. Hein. Vous êtes une population dont la démographie est en pleine expansion. Hein. Donc chez les avocats, vous avez 4 actifs pour un cotisant. Pourquoi voulez-vous aller mélanger votre démographie, qui est superbe, avec la démographie des fonctionnaires, où il y a moins d'un cotisant pour un retraité? D'accord? Donc les avocats, ils étaient logiquement contre. Donc, et ça montre combien c'était difficile de faire cette réforme. Parce que donc, l'engagement de Macron, c'était, il n'y a pas de problème, au début, hein, il n'y a pas de problème financier, donc on dépensera autant après qu'avant. Donc, au global, il n'y avait pas de gagnant, il n'y avait pas de perdant, puisqu'on prélevait et on dépensait la même chose. Mais, il disait, le système actuel n'est pas juste. Ce qui voulait dire que s'il n'y avait pas au global de gagnants et de perdants, eh bien, au niveau individuel, puisque ce n'était pas juste, et que demain on allait être juste, eh bien, il y allait avoir des gagnants et des perdants. Et comme c'était un fatras technique, eh bien, la thématique, alors le gouvernement essayait de dire qu'on allait être tous gagnants, ce qui était contradictoire avec le fait qu'il n'y aurait pas de gagnants, pas de perdants, bon, enfin bon, voilà. Et puis bien évidemment, du côté des oppositions, c'était facile de dire, tout le monde va être perdant, de toute façon, on n'avait pas les calculs, quoi. C'était tellement compliqué de mettre tous les paramètres. Donc, 2 ans et demi de palabres, ça n'aboutit que, voilà, et clairement, c'est une perspective qui est maintenant complètement abandonnée. Donc, je vous disais que cette ambition d'universalité, dès le début, elle est apparue aux historiens comme un mirage, d'accord? Elle a été ressuscitée de manière un peu incongrue par ce candidat qui est devenu président de la République. Elle s'est fracassée sur les oppositions et sur les difficultés techniques, mais clairement, à la limite, techniquement, on peut arriver à tout faire. Hein. Elle s'est fracassée sur ses oppositions politiques, et cette inquiétude, dès lors que, même si on a la perspective d'avoir quelque chose de plus juste, il y en a dès lors que la situation actuelle serait injuste, il y en a qui vont, ça veut dire qu'il y en a qui profitent, qui bénéficient, et d'autres qui la financent. Quoi. Donc, voilà. Dès le début, un mirage. Le mirage est ressurgi, et d'après moi, ça restera un mirage, et on n'arrivera jamais. Alors, il y a quelques régimes qui ont été fermés depuis, quoi, hein, quelques régimes spéciaux, fermés avec la clause du grand-père. On a fermé, alors donc on avait fermé même avant le régime de la SNCF, on a fermé la RATP et EDF, mais avec la clause du grand-père, ça veut dire que le régime s'éteindra le jour où le dernier qui a été recruté en 2023 décédera. S'il a été recruté à 20 ans, et s'il vit pendant 80 ans, le dernier, celui qui fermera la porte, ça sera autour de 2023. Voilà, donc on a fermé aussi le régime des corps volontaires, je crois que le port autonome de Strasbourg, la Banque de France, enfin bon, donc quelques régimes spéciaux, mais les régimes socles, qui étaient les régimes publics, fonctionnaires et d'État et fonctionnaires locaux et territoriaux n'ont pas été touchés. Voilà, donc un mirage qui a vocation à rester un mirage.
Et en vous entendant, je suis quand même très très content d'être entouré de 4 personnes qui comprennent quelque chose à toute cette technicité et à cette usine à gaz. C'est ce qui n'est pas mon cas, donc désolé pour mes questions de béotien. Il n'en reste pas moins que le projet universel visait à sortir une catégorie de la population de la pauvreté. Bon, là, a priori, ça a l'air d'être réussi si on regarde les statistiques, mais est-ce qu'il y aurait des catégories de la population qui échapperaient aux bienfaits de ce régime général? Bonjour à toutes et tous, merci de la question et merci de l'invitation. Puisqu'on est là pour discuter, je vais rebondir sur l'intervention de Pierre-Louis Bras et dire que je suis évidemment d'accord avec tout ce qu'il a dit et pas du tout d'accord. Pour moi, la retraite aujourd'hui est universelle, ce qui n'est pas contradictoire avec ce que vous avez dit. Mais de fait, je vais essayer de développer cet aspect-là en regardant vers l'avenir et en répondant à la fin à votre question. La retraite est universelle parce que d'abord on a eu un mouvement d'universalisation extrêmement fort. Alors il a été encore plus fort et plus abouti du côté de l'assurance maladie, évidemment, qui a fini par être universel. Et quand j'étais petit, il y avait encore des gens qui n'avaient pas la Sécu, l'assurance maladie, ça existait. Ça n'est plus le cas, sauf les personnes en situation irrégulière. Mais aujourd'hui, la retraite est universelle en termes de couverture. La couverture s'est étendue d'abord du côté des indépendants. Ensuite, du côté des droits directs des femmes, avec un taux d'emploi qui s'est élevé et des droits propres qui ont augmenté. Et l'universalité en sciences sociales, on peut la prendre de différentes manières. Il y a quand même un angle souvent très politique, et il suffit de regarder dans ce pays ce qui se passe. La seule fragmentation aujourd'hui sur la retraite, c'est entre les gens qui sont déjà retraités et les gens qui aimeraient le devenir. Là, on voit une fragmentation parfois sur des arbitrages. Mais regardez ce qui se passe quand on veut toucher à l'âge de la retraite pour les gens qui n'y sont pas. Là, avocats, médecins et tout, on n'entend plus parler. Il y a une forme de réaction assez uniforme. Et du côté des déjà retraités, regardez le problème qui se pose quand il y a une désindexation. Là, on ne parle pas d'un régime ou de l'autre, d'une réaction uniforme. Et donc, effectivement, on a, avec le recul historique, la mise en sécurité sociale d'une classe d'âge qui dure depuis longtemps et qui, pour moi, est universelle. Vous avez compris l'idée. Ça n'empêche pas que ça soit fragmenté. Universel, ça ne veut pas dire uniforme. Et par ailleurs, il y a eu des mouvements de convergence très forts, puisque les règles tendent quand même à converger. Parce que, par exemple, quand on modifie les critères d'âge, ça s'applique à peu près partout, de la même manière. Et donc, on peut se poser la question, est-ce qu'il faut converger plus? Il y a le problème des gens qui passent d'un régime à l'autre, qui sont des vraies questions, mais qui n'enlèvent pas, à mon avis, ce mouvement d'universalité. Et puis, si on veut faire le point de l'universalité, on peut en rajouter une couche. Un des éléments de l'universalité, c'est le corps, Conseil d'orientation des retraites. Pourquoi? Parce qu'il a installé dans ce pays une grammaire commune pour parler des retraites, avec un tour de force qui est très malin, je m'en sers très souvent, et je suis pas le seul. Le corps passe son temps à parler des retraites de manière universelle, en globalisant et en agrégeant tous les régimes. Et de fait, il en fait une question politique globale, et surtout pas régime par régime, ce qui créerait une problématisation complètement différente. Donc on a bien cette universalisation politique. Par ailleurs, souvent on a tendance à opposer universalité et contributivité. Mais contributivité en protection sociale, on peut lui donner au moins 2 sens, même s'il y en a plein d'autres. Il y a le fait que les prestations sont liées d'une manière ou d'une autre, soit aux cotisations, soit à un historique de salaire. Et dans le système de retraite, c'est le cas, et je ne remettrai pas ça en cause. Mais la contributivité, elle a aussi parfois un caractère d'exclusivité. C'est contributif au sens où il faut être affilié pour y avoir droit. Et alors là, je suis pas historien, donc c'est une reconstitution ex post et peut-être fallacieuse, mais la contributivité du système de retraite au départ pour les salariés, elle a perdu toutes ses raisons d'être. D'abord parce que le salariat s'est étendu de manière massive. À un instant donné, on a 90% de la main-d'œuvre qui est salariée, mais au cours de la vie, en fait, tout le monde a des espaces de salariat. Et quand on n'est pas salarié, on est indépendant, et les indépendants sont déjà dans le système de retraite. Troisième catégorie qu'il y avait, il y avait les rentiers, ça n'existe plus. C'était une vraie classe sociale, les rentiers, ça n'existe plus. Et donc, le fait d'enregistrer ça n'existe plus comme classe nombreuse, en tout cas. C'était des dizaines de milliers de personnes, c'est plus des dizaines de milliers de personnes.
il y a 1000 milliardaires, bref. Et donc, toutes les raisons qu'on avait d'exclure quelqu'un des droits tombent les unes après les autres. Le fait de ne pas être salarié, le fait d'être indépendant, le fait d'être mère et de ne pas être en activité et de s'occuper des enfants, on passe toutes et tous notre temps à dire que c'est pas une justification. Et d'ailleurs, on crée des droits pour rattraper ces périodes-là. Donc en fait, il y a une forme de consensus pour une constitution universelle des droits. Alors, pour pas être... donc, il y a un vrai mouvement d'universalité, et on peut se demander du coup, qu'est-ce qu'il reste à faire. Et donc, on pourrait dire, camarades, encore un effort pour être vraiment universel. Pour moi, allez, on peut indiquer 3 directions. La première, pour caser un peu un de mes objets d'étude, c'est les personnes qui ne sont pas couvertes par la retraite parce qu'elles s'arrêtent d'être en emploi trop tôt. Ce qu'on appelle dans les catégories statistiques les personnes ni en emploi ni en retraite. Il y en a toujours eu, mais les études nous montrent qu'au fur et à mesure qu'on décale la ligne d'arrivée, ce sas de précarité s'allonge. Et alors même si Pierre-Louis Lebras ne me croit pas, il faut que je lui montre les stats. Je suis certain de mon coup. Il s'allonge, et en particulier pour les catégories d'ouvriers, les employés aussi, nettement moins pour les cadres. Voilà. Et donc, il y a un risque, d'autant plus avec la retraite à 64 ans, de créer un trou dans cette universalité en créant une zone d'attente trop longue. Ce serait intéressant de voir ce qui se passe à l'étranger, car je ne crois pas, même si le droit à la retraite survient tard, qu'on ait 90% d'une classe d'âge en emploi à 63 ans dans tous les pays d'Europe. Et ça serait intéressant de voir ce qu'ils font, les gens dans ces pays-là. Certains doivent être en situation de handicap, d'autres au chômage, d'autres inactifs, d'autres en emploi, sans doute plus nombreux qu'en France, il n'y a pas de doute. Mais voilà. Donc, un trou dans l'universalité, pour moi, c'est ça. Il y a 2 façons d'y répondre. Soit en revenant sur les bornes d'âge. Vu les problèmes qu'on a aujourd'hui, ça me paraît la réponse la plus directe. Rabaisser la borne d'âge à 62 ans. Mais si c'est pas le cas, en gros, il faut estimer qu'il y a 20-25% de la population qui n'est pas en situation d'être en emploi jusqu'à 64 ans. À peu près, c'est cet ordre de grandeur-là, c'est peut-être 30. Il y a des gens qui seraient mieux à arrêter avant, qui préféreraient arrêter avant. C'est peut-être les personnes qu'on a le plus entendues. Mais il faut penser qu'il y a 30% de la population qui ne tiendra pas et dont la branche professionnelle est organisée pour les sortir, même 55. Voilà. Donc ça, c'est pour moi un trou dans l'universalité. Et donc je pense, par exemple, aux branches du nettoyage, c'est extrêmement clair, les services à la personne, le travail dans les EHPAD, mais c'est pas... On peut tenter de les attraper avec la pénibilité, mais vu d'où on part sur la pénibilité, on y va à la petite cuillère. Ça va pas. Il faut une réponse plus large. Deuxième élément pour aller plus loin sur l'universalité. En fait, on n'y est pas tout à fait parce qu'on n'a pas de retraite garantie minimale. En même temps que il faudrait permettre aux gens de sortir quand ils ne peuvent plus être en emploi, donc sur l'âge, il y a la question du montant minimal, et aujourd'hui on n'est pas loin, mais on est au milieu du gué. On a le minimum vieillesse, l'ASPA, mais qui est pas individuel, donc si votre conjoint a une retraite de 2000 et quelques euros, vous n'avez rien. Il est d'un montant... À la limite, le montant, c'est à peu près le montant cible qu'on pourrait avoir, donc il n'est pas individuel, il est différentiel. C'est-à-dire que si vous avez d'autres revenus, on vous le supprime. Et à côté de ça, on a une retraite minimale, mais qui n'est pas une retraite minimale comme on a pu s'en apercevoir. C'est-à-dire qu'il y a un rattrapage du calcul des droits, mais il n'y a pas de montant minimum garanti. Et un montant minimum garanti, ça existe dans plein de pays. Alors c'est vrai que c'est pas la tradition de notre système contributif, mais on pourrait tout à fait le mettre en place. Est-ce que ça ferait disparaître le minimum vieillesse? Peut-être. Et à la limite, c'est pas franchement un problème. Est-ce qu'on articulerait les deux? Pourquoi pas, c'est possible aussi. Pierre-Louis Lebras est persuadé que les syndicats seraient pas d'accord parce que ça rendrait la retraite assistentielle. Je suis sûr qu'on peut passer, il y a la CGT qui est là, on peut commencer la discussion. Parce que je l'ai eu encore. Oui. Donc j'ai vu la réaction. Ok. Bon, donc ça c'est le deuxième élément. Pour l'universalité, il faudrait qu'au-delà de l'universalité de la couverture, on remonte parce que effectivement, mais ça concerne plutôt les femmes retraitées depuis longtemps. Tout le monde a des droits à retraite, mais il y a des personnes qui ont des droits extrêmement faibles, et donc il faudrait remonter à un minimum général. Troisième élément, si j'arrive à m'en rappeler, oui c'est ça, c'était la cible du système universel dont vous avez parlé. Donc l'idée du système universel, les mêmes règles pour tout le monde, d'abord ce ne serait pas forcément les mêmes règles pour tout le monde, je ne pense pas que ça réponde à une vraie question. Par contre, il y a une vraie iniquité pour les polypensionnés,
car au hasard de votre carrière, votre calcul des droits peut être très différent. Et en fait, quand on regarde en arrière, il y a eu un tel mouvement de convergence dans les règles qu'à mon avis, on n'est quand même pas très loin, et j'ai assez confiance dans nos technocrates. Je pense qu'une règle de calcul au plus favorable de différents régimes, avec une mutualisation de ce que ça coûte, est pas très difficile à faire, parce que d'un côté, on a une durée d'assurance tout régime, d'un autre côté, on a un calcul des salaires de référence. Avoir un système qui, disons, limite les écarts selon qu'on a fait sa carrière d'un côté ou de l'autre, je pense que c'est beaucoup moins difficile à faire que de mettre en place un système à points, et ça réduirait des bancs. Voilà, donc la retraite est déjà universelle, il n'y a plus qu'à terminer. On a complété le maillage. Alors Sylvie Durand, oui, je vais vous passer la parole tout de suite, ça tombe bien. Alors parce qu'on a commencé à parler des cadres. Bon, et on a aussi commencé à évoquer le mot de contributivité, c'est pas facile à dire. Hein. Un régime universel est-il forcément lié au principe de la cotisation? Par exemple, peut-être vous avez peut-être entendu chez les cadres en ce moment le fait de se dire bon bah la retraite finalement on cotise beaucoup et on n'en a peut-être pas pour notre argent. Est-ce qu'il y a puisque les droits reculent et qu'en même temps les pensions diminuent, est-ce qu'il y a de la même manière que pour l'impôt un sentiment de plus envie de non-consentement à l'impôt? Est-ce qu'il y aurait un sentiment de non-consentement à la cotisation? Que de questions, étant donné qu'avant de répondre aux tiennes, il faut que je réagisse à tout ce qui a précédé. Alors, bonjour à toutes et à tous, merci pour cette invitation. Je crois que Delevoye, avec ses équipes marketing, a savamment brouillé le débat en parlant de régime universel. Il ne faut pas confondre unicité du régime, et là je fais référence aux 3 U que l'on citait à la création de la sécurité sociale. On disait régime unique, universel et uniforme. Bon, l'uniformité tout dépend comment on la comprend, je m'y attarderai pas. Ce qui est certain, c'est que le régime unique n'a pas été opéré, et toute l'intervention de Pierre Bras établit effectivement qu'on n'a pas créé de régime unique. Pour autant, l'universalité est-elle un mirage? Clairement, à notre sens, non. L'universalité n'est pas un mirage, mais universalité de quoi? L'universalité d'un système, qui est la répartition. Ce système qui pose pour principe que les cotisations de l'année financent les prestations de l'année. Et si on y regarde de près aujourd'hui, comme tu l'as dit à ta manière, tous les travailleurs sont couverts par un système qui obéit aux règles de la répartition. Alors, il faut avoir à l'esprit que la clé de voûte du système par répartition, c'est l'universalité. L'universalité qui implique que toute la population finance ce système. Et de ce point de vue, l'universalité est le talon d'Achille de la répartition. Et c'est d'ailleurs pour cela que tous les détracteurs de la répartition créent des débats autour de, par exemple, les gagnants et les perdants. Chaque fois qu'il y a une réforme, les journalistes se complaisent à dire qui sont les gagnants, qui sont les perdants du système. Sauf que un régime par répartition ne peut pas faire de gagnants ou de perdants, pour une raison très simple, c'est que les perdants viendront à se désolidariser du financement de la répartition. Et à ce moment-là, les perdants du système peineront à consentir à la cotisation. Il n'a jamais été question dans notre histoire de la sécurité sociale de faire des gagnants ou des perdants. Ce dont il était question,
Je rappelle ce qui a été dit précédemment, chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Donc, il a été question de satisfaire des besoins. Et au passage, signalons que dès lors qu'il s'agit de satisfaire des besoins, c'est-à-dire de s'engager sur une prestation, en matière de retraite, c'est les fameux 75% du dernier salaire qui était pour la fonction publique, 75% du salaire perçu au moins pendant 6 mois avant la liquidation, et qui était la cible pour le secteur privé, en additionnant sécurité sociale et régime de retraite complémentaire. Donc voilà, ça c'était la finalité. Je tiens à souligner, parce qu'il faudra qu'on en parle quand même, que cette ambition ne pouvait être satisfaite que dans un système par répartition, et aucunement par un système en capitalisation. Tout simplement parce que dans un système par capitalisation, les prestations sont proportionnelles aux cotisations. Et que, par conséquent, il n'y a pas de garantie de prestation possible. D'autant que les systèmes par capitalisation ont pour objectif le retour sur investissement, et non pas la satisfaction des besoins. Donc, le choix de la répartition s'imposait dès lors que l'on voulait garantir une prestation. Maintenant, ça a été quand même une bataille d'emblée. Et ça a été singulièrement la bataille d'Ambroise Croizat. Parce qu'en 1945, il y a une fraction de la population qui va manifester contre l'assujettissement obligatoire à la sécurité sociale. Et cette fraction de la population est composée des ingénieurs et cadres de l'époque. Alors, ils n'étaient pas très nombreux, 250 000 à peu près. Il y a une thèse d'un certain Bruno Gabellieri qui évoque ça par le détail. Et Croizat a immédiatement vu que si on les laissait à l'extérieur du système de sécurité sociale par répartition, la sécurité sociale n'y survivrait pas. Pourquoi ? Il y avait quand même une ambition de reconstruction du pays. C'est-à-dire l'idée qu'on allait augmenter les qualifications pour réindustrialiser, redynamiser, enfin créer une dynamique économique plus exactement. Donc, nécessairement, la population des ingénieurs et cadres, minime en 1945, était vouée à augmenter. Ce en quoi il a été assez clairvoyant, puisqu'aujourd'hui, ingénieurs, cadres, techniciens supérieurs et agents de maîtrise représentent 51% du salariat. Sauf que, s'ils n'étaient pas affiliés à la sécurité sociale, d'abord, à l'époque, on passait cadre. L'ascenseur social fonctionnait. Donc, que se passait-il? On commençait par cotiser à la Sécu, puis, au fil de son développement de carrière, à défaut d'affiliation, on serait sorti de la sécurité sociale. Donc, au fil de la montée en gamme des qualifications, la sécurité sociale aurait perdu des cotisants. Et donc, elle n'aurait pas pu honorer ses engagements. Donc, on voit bien, au travers de cela, qu'on ne pouvait pas faire l'impasse sur cette fraction de la population. Sauf que, elle n'en voulait pas, et elle n'en voulait pas pour plusieurs raisons. D'abord, les entreprises finançaient des retraites par capitalisation. Alors, la capitalisation avait été singulièrement amochée par la Grande Dépression, par les deux guerres mondiales. Mais bon, au moins, c'était quelque chose que les cadres avaient l'impression de détenir. Et ils avaient, par ailleurs, une extrême défiance à l'égard du système. Notre système, c'est un contrat entre les générations. Les générations actives cotisent pour se constituer leurs droits et pour financer les pensions de leurs aînés. Et ce contrat intergénérationnel, pour les cadres, c'était une promesse. Et les promesses n'engagent que ceux qui y croient, mais eux, ils ne voulaient pas être les crédules ou les pigeons de l'affaire, si j'ose dire. Et puis ensuite, il y avait le sujet de l'insuffisance du niveau des prestations. Je rappelle qu'à la création de la sécurité sociale, la pension à 60 ans, parce que dès la création de la Sécu, la retraite à 60 ans était
ouverte, représentait 20% du plafond de la sécurité sociale. Or, les cadres de l'époque, le plus souvent, percevaient 2, voire 3 fois le plafond de la sécurité sociale comme rémunération. Si on a 2 fois le plafond, les 20% à 60 ans, ça fait 10% de sa rémunération. On ne vit pas avec 10% de la rémunération, donc ils considéraient que ce système n'était pas satisfaisant. À 65 ans, la pension, c'était 40% du plafond de la sécurité sociale, hein, calculé sur le salaire à l'époque des 10 dernières années. Il a fallu résoudre ce problème. Et comment l'a-t-on résolu? Ambroise Croizat a inauguré une conférence, une négociation tripartite, avec d'un côté de la table un représentant de l'État, de l'autre un des représentants des employeurs, de l'autre des représentants des organisations de salariés. Pour créer quoi? Pour créer le régime de retraite des cadres, connu sous le nom d'AGIRC, le régime de retraite et de prévoyance complémentaire des cadres. Et comme il y avait un scepticisme à l'égard du contrat entre générations, le choix de matérialisation du droit, parce que annuité ou point, cela n'exprime qu'un choix de matérialisation du droit. Ça a été les points, de façon à ce que les cadres reçoivent chaque année un papier avec un décompte de points qui attestait bien de ce qu'ils avaient cotisé et ce qu'ils avaient acquis des droits. Et ce système par points, grosso modo, on l'a fait fonctionner jusqu'à la fin des années 80, notion importante, à prestation définie. C'est-à-dire qu'on a augmenté autant que de besoin les cotisations pour financer la prestation. Et en ajoutant régime de base et régime complémentaire à GIRC, grosso modo, les cadres partaient avec 72% de leur salaire de fin d'activité. Ils étaient dans la répartition et finalement, ce que la création de la GIRC, j'ai dit que la réunion inaugurale de cette conférence tripartite pour créer le régime a été faite par Croizat. J'ajoute que la réunion conclusive de cette négociation a également été faite par Ambroise Croizat, et je crois qu'il y a un spécialiste ici qui pourra confirmer s'il s'est penché sur ce sujet. Mais de toute façon, tous les débats parlementaires sont là pour en attester. Donc, ce que consacre la création de la GIRC, c'est le choix du tout répartition. Alors certes, les connaisseurs pourront me dire, oui, mais quand même, dans la convention initiale, il y avait une cotisation qui était supposée aller en capitalisation. Oui, sauf qu'elle n'a jamais été appelée. Elle n'a jamais été appelée. Donc le choix du tout répartition, qui aujourd'hui est singulièrement remis en cause. Et il est remis en cause parce que beaucoup d'efforts politiques ont été déployés en ce sens. Ça commence avec la réforme Balladur de 93. Et grosso modo, vous avez 3 arguments qui reviennent de manière périodique dans le débat. D'abord, les ingénieurs, cadres, techniciens sont assez riches pour épargner. Conclusion pratique, on va les forcer à épargner. Comment? Eh bien, en faisant plonger le niveau de leur pension de retraite. Et il faut savoir que l'essentiel de la retraite provient, pour un cadre, des régimes complémentaires, ARCO et AGIRC. Et dans ces régimes, les négociations, alors moi j'ai participé à toutes les négociations depuis 2001, ont toutes abouti à faire que pour une même cotisation, on ait de moins en moins de points et de droits à retraite. Voilà. C'est un choix politique. Alors ensuite, l'autre argument, c'est la logique de la pénurie. Pour préserver la retraite des uns, les plus humbles, il faudrait abaisser le niveau de pension des autres salariés. Vous voyez le raisonnement, le partage est à opérer au sein du monde du travail,
Ça rejoint tout le discours sur les gagnants et les perdants, évidemment. Et ce faisant, on exonère quoi? On exonère la rémunération du capital de tout effort. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui a été théorisé et argumenté par le MEDEF, sans que personne ne conteste jamais ça. Le MEDEF nous dit depuis, alors ça a commencé dans les années 95, dans les négociations paritaires, Arco-Agirc, ben voilà, il faut partager les efforts. Ah, bon, mais entre qui? Ben les efforts, il faut les partager entre les actifs, les entreprises, bon, d'accord, là on voit à peu près, et les retraités. Et ça n'a choqué personne. Autrement dit, ça revient à transformer la répartition en un marché de dupes. Pendant toute votre carrière, vous allez constituer des droits à retraite que l'on va vous retirer au moment de la retraite au motif qu'on pérennise le système. Et c'est pour ça d'ailleurs que toute argumentation fondée sur la pérennisation du système est une absurdité. C'est pas le système qu'on veut pérenniser. Ce que l'on veut pérenniser, c'est le niveau des prestations. La prestation définie. Et la grande arnaque ou habileté de M. Delevoye, c'est que quand il parle de régime universel, l'universalité, c'est pas la cible. Quand on regarde ce qui est mis en place, c'est un système à cotisation définie. C'est un système sur le modèle suédois, même s'il ne fonctionne pas comme les comptes notionnels, mais c'est un système à cotisation définie. Ce qui est sanctuarisé, c'est le taux de cotisation. La variable d'ajustement, c'est le montant des pensions, appelé à diminuer au fur et à mesure de la croissance de la population active. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que non seulement on a besoin d'universalité pour maintenir la répartition, mais qu'il y a répartition et répartition. Et que l'on peut faire des régimes par points qui fonctionnent à prestation définie, des régimes par points qui fonctionnent à cotisation définie, mais en répartition, et que l'on peut faire en répartition toujours, des régimes par annuité à prestation définie, ou des régimes à annuité par cotisation définie. Pour moi, et pour la CGT, l'enjeu n'est donc pas d'arbitrer entre points et annuités, mais d'arbitrer entre cotisation définie ou prestation définie. Garantie de la prestation. Sur le minimum de pension, je vais rappeler la position de la CGT. La CGT est éminemment favorable à un minimum de pension qu'elle situe au niveau du SMIC net, pour une raison très simple. Si le SMIC net est le minimum nécessaire pour vivre lorsqu'on est en activité, on ne voit pas pourquoi les retraités seraient privés de ce minimum nécessaire. Le sujet, par contre, c'est comment on finance. Et ça, c'est la question du pilotage du système. Soit on finance par l'impôt, et l'affaire appartient à l'État, et je sais qu'au fil de l'histoire, les positions de la CGT par rapport à l'État ont pu varier selon qu'on considérait que les forces de gauche étaient susceptibles de prendre le pouvoir, ou n'étaient pas susceptibles de prendre le pouvoir, et puis, ou financé par la cotisation. Grossièrement, à grands traits, ça va susciter du débat, je dirais que depuis les lois, la mise en place des lois de financement de la sécurité sociale, tout est allé pour la sécurité sociale et pour les retraites de mal en pis. De mal en pis, avec, bien sûr, les fameuses exonérations de cotisation, quasiment la moitié des ressources de la Sécu, quand on prend les données de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, la COS. Bien sûr compensé par l'impôt, sauf voilà, on nous dit qu'il faut réduire les dépenses financées par l'impôt. On voit bien le piège et comment on organise les choses politiquement pour expliquer à la population qu'elle va devoir en rabattre sur son exigence en matière d'âge de départ et en matière de niveau de prestation. En tout cas, en conclusion, je dirais simplement que l'UGICT, CGT, mène vraiment la bataille de l'universalité pour conserver les personnels d'encadrement dans le système par répartition,
Alors que d'autres organisations syndicales expliquent, et toutes sortes de think tanks, qu'on pourrait les dégager de la sécurité sociale. Dégager 51% du salariat de la sécurité sociale et il n'y a plus de sécurité sociale. Merci Jean-Marie Haribé, merci pour votre patience, mais maintenant il va falloir donner la réplique à vos collègues. Là on parle de financement, on est vraiment dans le dur. Si je ne me trompe pas, on annonce à nouveau des résultats négatifs, enfin un déficit pour le régime général dès cette année. Est-ce que ça veut dire qu'on est au bout du bout de ce qu'on a fait avec le pilier de la cotisation? Est-ce qu'il faut aller voir ailleurs dans les financements? Bonjour à tous et toutes. Je n'ai pas pris mon mal en patience parce que chacun des trois intervenants précédents m'a fourni les transitions nécessaires. Bon, je vais essayer de développer 2 points. D'abord, ce que je vois comme obstacle, comme risque à l'universalité de la question des retraites, et puis après, essayer de voir quelles seraient les pistes pour les contourner. Alors, la retraite est universelle, en fait, presque universelle. L'important, c'est de mesurer la dimension du presque. Or, je pense qu'il y a un principe qui nuit à la constitution définitive de l'universalité, c'est le principe de la contributivité. Et je pense qu'il faut accepter de réfléchir à ce principe-là, vous l'avez rappelé les uns et les autres, qui consiste à maintenir un lien, non pas proportionnel à 100% bien sûr, mais un lien entre les salaires qu'on a perçus pendant l'activité et puis le montant de la pension. Alors, il y a des dispositifs qui permettent de contourner cette contributivité. On peut penser notamment à la pension de réversion, à certaines compensations pour l'éducation des enfants, etc. Mais cette tendance au renforcement de la contributivité qui se retrouve dans pas mal de pays, en dehors de la France, est particulièrement néfaste, ce renforcement est particulièrement néfaste pour les carrières plus courtes, pour les carrières parsemées de trous de gruyère, et notamment pour les femmes qui ont eu non seulement des parcours assurés, mais en même temps des salaires au départ inférieurs en moyenne à ceux des hommes. Et donc, cette tendance au renforcement de la contributivité nuit, je crois, au mécanisme de solidarité et nous fait éloigner de l'atteinte du seuil d'universalité totale. Et je pense que c'est à cette aune-là, avec ce critère de l'examen du principe de la contributivité, qu'il faut examiner la réforme à points dont vous avez parlé tous les trois, qui a foiré il y a 3 ans, 4 ans maintenant. Et il faut l'analyser au regard de ce critère de la contributivité. Et Sylvie, ce n'est pas parce que le système par points mettrait à égalité les cotisations et les prestations, qui est un avantage technique que je ne lis pas, mais c'est pas cet avantage-là qu'il faut regarder. C'est le fait que, en utilisant l'ensemble de la carrière pour valider les droits à pension, eh bien, on va intégrer tout ce qui a manqué au parcours professionnel satisfaisant pour les salariés, et notamment pour les salariés, eux. Voilà. Donc, je crois que c'est là. Et le système, alors, je dis quelques mots aussi du système par compte notionnel, qui fait passer un cap de plus, je crois, à la prise en compte de ce principe quasiment exclusif de la contributivité, puisque le montant de la pension sera ensuite proportionnel au capital virtuel actualisé, auquel on applique un coefficient de conversion, peu importe la technique, qui dépend de l'âge de départ à la retraite. Et c'est un pas de plus vers la libéralisation des systèmes de retraite, parce qu'on introduit le principe de la neutralité actuarielle, c'est-à-dire c'est l'âge de départ à la retraite qui doit être neutre au regard des sommes perçues pendant tout le temps de la retraite. Et alors, bien sûr, le point ultime de la contributivité, ça serait l'introduction générale de la capitalisation. Parce que là, effectivement, capitalisation ou épargne retraite. Et là, effectivement, c'est nier le fait que tout système de retraite, et là, la capitalisation n'échappe pas, est soumis aux mêmes contraintes démographiques et économiques que le système dit par répartition.
Hein. Si la génération qui souscrit à des plans d'épargne retraite est nombreuse, mais va ensuite vendre ses titres à une génération qui est moins nombreuse, vous voyez bien que là, la question démographique reste entière. Je le dis souvent quand on fait des réunions pour l'ensemble de la population qui veut comprendre, il n'y a pas de congélateur de revenus. Les congélateurs de revenus, ça n'existe pas, parce que ce sont toujours les revenus du moment qui servent à financer les pensions de retraite, comme de toute façon toute prestation. Hein. Alors, le plus important, je crois, bon, bien sûr, il y a la question des aléas des marchés financiers, mais le plus important est de réhabiliter l'idée qui a été un peu soulevée à la dernière table ronde de la matinée, à laquelle j'ai assisté, à savoir qu'il ne faut pas confondre le financement par le travail, premier concept, et le financement par les revenus du travail. C'est pas du tout la même chose. Et il y a dans le débat public et malheureusement aussi dans nos propres milieux, hein, militants ou critiques, il y a souvent l'ambiguïté sur le concept lui-même. Le financement par le travail, pour le dire brutalement, le travail paie toujours tout. Puisque tout vient de la valeur ajoutée par le travail. Donc il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, et qu'il faille rappeler ça quelquefois dans certains milieux associatifs, syndicaux ou politiques, c'est surprenant, mais bon, il faut le faire, je pense. Et donc, tout système, en fait, véritablement, tout système est un système par répartition. Mais répartition de quoi? Au profit de qui? Hein? Donc c'est ça l'important, bien sûr, de comprendre dans la bataille politique qu'il faudra continuer de mener, parce que vous savez que la propagande pour les fonds de pension bat son plein à chaque semaine. Il faut lire le journal Les Échos, chaque semaine, un propos dithyrambique sur les fonds de pension. Je pense que Freud pourrait nous aider à comprendre ça. Je pense que l'attirance dans la capitalisation renvoie sans doute à l'illusion de l'accumulation infinie. Je suis mortel, mais mon capital, lui, il a vocation à s'éterniser, à croître indéfiniment. Et donc cette illusion-là, je pense qu'elle fait partie du conditionnement idéologique qu'il faut mettre au jour, en plus du décortiquage démographique et économique auxquels les systèmes par répartition sont soumis. Alors comment vaincre ces difficultés, ces obstacles, ces risques? Bon, d'abord, je crois que ça fait partie du fonds commun, du mouvement social dans son ensemble, syndicats compris, c'est d'augmenter les cotisations. Bon, il y a deux moyens, c'est augmenter le taux, et mon camarade ami Michael Zemmour a chiffré très précisément de combien il faudrait l'augmenter pour accompagner le vieillissement démographique. Mais je pense qu'il faut réfléchir à un véritable élargissement de l'assiette des cotisations maintenant. Il faut réentamer cette discussion. Il y a des choses assez facilement admissibles par l'ensemble des intervenants et des syndicalistes. Cette question, c'est que les primes, l'intéressement, la participation, il faut les intégrer à l'assiette des cotisations sociales. Mais je pense que il faut aussi accepter de réfléchir, ça a été évoqué ce matin aussi, est-ce qu'on doit soumettre à cotisation les dividendes, c'est-à-dire les revenus du capital perçus par les détenteurs de capitaux. Au motif, et j'y reviens, parce que je pense que c'est très important, au motif que puisque tout vient du travail, il n'y a pas de raison qu'une partie du fruit du travail ne soit pas soumise à cotisation. Et à mon avis, si on a en tête ce fond de l'histoire du mouvement ouvrier, à savoir que tout vient du travail, en termes de valeur ajoutée, eh bien, on ne rompt pas la cotisation avec le travail. Souvent, l'argument essentiel qui est avancé pour ne pas élargir l'assiette des cotisations, c'est de dire, oui, mais attention, on romprait la relation inhérente à la cotisation sociale habituelle entre le travail et la dite cotisation. Le lien n'est pas rompu à condition de rappeler que les dividendes sont une partie de la plus-value. Merci Marc, quand même, encore une fois. Bon. Alors, ça c'est le premier point. Donc, réfléchir aux cotisations et à leur assiette. Le deuxième point, c'est, je pense que, alors là je vais peut-être le dire un peu abruptement, hein, mais ça fait partie du débat, il faut arrêter de diaboliser l'impôt. Je pense qu'il faut arrêter de diaboliser l'impôt. Aujourd'hui, les 2/3 des pensions, c'est-à-dire environ 260 milliards d'euros par an, sont financés par les cotisations, et le tiers restant est déjà financé par des impôts affectés, des subventions d'équilibre auxquelles l'État est obligé. Et je ne sais plus ici qui parlait des régimes démographiques de certains secteurs qui ne pourraient pas vivre sur
les seules cotisations de leurs salariés, de leurs travailleurs. Donc il faut accepter de réfléchir à ce qui peut passer par l'impôt. Certaines prestations sont déconnectées aujourd'hui de l'activité salariale proprement dite. C'est le cas des droits à retraite accordés aux parents au foyer au titre des périodes d'éducation des enfants. Et ici, on a affaire à une prestation qui est financée essentiellement par l'impôt. Et on peut aussi inclure, j'en parlais tout à l'heure, les pensions de réversion qui distendent le principe de la contributivité et qui contribue un peu à la redistribution. Mais avec l'effet pervers dont je parlais tout à l'heure, à savoir que si vous maintenez des écarts importants entre les salaires des hommes et des femmes en amont, pendant la période d'activité, vous reproduisez mécaniquement au niveau des retraites, donc les inégalités, voire vous les renforcez. D'où l'enjeu de l'égalité, et je terminerai par là, d'où l'enjeu de l'égalité pour justement accéder à une meilleure universalité, asymptotiquement peut-être, Michael, si on ne peut pas y arriver totalement, mais à s'en approcher en tout cas. Une politique cohérente en faveur de l'égalité doit concilier la réduction des inégalités, des droits à pension entre les hommes et les femmes, et avec l'évolution globale du système de protection sociale, rompant avec le modèle patriarcal. Et cela signifie donc ne pas renforcer les droits complémentaires ou dérivés des femmes, ce qui est contre-productif, mais au contraire réduire les inégalités en amont du versement des pensions. Alors bien sûr, c'est une bataille de longue haleine, c'est pas du jour au lendemain que l'on peut y arriver, et on le voit bien. Mais je pense que plus d'universalité suppose plus d'égalité, et plus d'égalité renforce l'universalité. Parce qu'en amont de la retraite, il y a le travail et la réduction nécessaire des inégalités. Juste un mot, une phrase de conclusion. J'ai publié là, au printemps, une petite note que je fais depuis déjà une vingtaine d'années, parce que ce qui m'a toujours sidéré et étonné et agréablement, c'est que l'INSEE publie chaque année la répartition des revenus disponibles par décile, les revenus moyens par décile. Et on constate que du 1er au 7e décile, vous avez une progression des inégalités qui est grosso modo linéaire. C'est-à-dire que vous avez été de droite et vous avez une parfaite illustration du fait. En revanche, à partir du 8e, ça explose. Et surtout dans le dernier. Et donc j'ai modélisé la linéarisation d'un bout à l'autre de cette progression des inégalités. Et donc, en supposant donc, la tendance prévalant jusqu'au 7e décile est prolongée jusqu'à la fin du dernier décile, eh bien, on a une réduction des inégalités. Alors, bien sûr, par quel biais? Par le biais de la distribution des revenus dans les entreprises ou par le biais de la redistribution? Eh bien, les deux. Je crois qu'il faut agir sur les deux. Merci beaucoup. Oui, juste une petite réaction, parce que... Enfin, 3 réactions. Dont une, parce que je n'ai pas été claire sur le système par points. On peut faire un système par points totalement contributif. Et qui ne garantit... qui est entièrement proportionnel aux aléas de carrière, enfin la carrière est donc impactée par tous les aléas de carrière, j'en suis tout à fait d'accord. Ça n'a pas été le choix qui a été fait en AGIRC et en ARCO. Il faut savoir que 25% des dépenses de l'AGIRC et de l'ARCO sont des dépenses de redistributivité. C'est-à-dire que, alors que des cotisations ne sont pas versées, les salariés acquièrent des points. Ils acquièrent des points pour la maladie, c'est faiblement cotisé sur le chômage, mais ils acquièrent des points pour le chômage au taux de cotisation de droit commun, en quelque sorte. L'invalidité, l'incapacité, bon, bref. Tout ça, ça donne droit à des points. Alors, ces points, ils ne sont pas gratuits. S'il y a une expression horripilante en matière de retraite, c'est l'idée qu'il y aurait des trucs gratuits. Non, ils sont financés. Ils sont financés par ce que l'on appelle le taux d'appel de la cotisation. Et la cotisation est appelée à 127%. En d'autres termes, pour 100 € de cotisation qui vous permettent d'acquérir des points,
vous rajoutez 27 qui vont financer la solidarité et le droit à percevoir quelque chose qui est une pension proportionnelle au salaire hormis les minima, pardon, quelles que soient les évolutions démographiques. Parce que si on n'avait pas possibilité d'augmenter le taux d'appel, à ce moment-là, on serait obligé de réduire la pension, et ce serait plus une pension, ce serait une rente calculée comme le font les assureurs de droit privé. Donc, j'ai pas de religion particulière pour le régime par points, d'autant que, en pratique, alors là c'est super technique, mais autant vous le dire, si vous multipliez le taux contractuel de cotisation, c'est pour ceux qui sont à la tribune là, par le rendement contractuel, vous obtenez le taux de l'annuité. Le taux de l'annuité, hein, on l'obtient en multipliant le taux contractuel de cotisation par le rendement contractuel. Bon, voilà. Alors ensuite, sur intéressement et participation, évidemment, nous sommes totalement favorables à l'élargissement de l'assiette des cotisations, à l'intéressement et à la participation. Ce n'est pas partagé. Nous, on l'a proposé en négociation à GIRC-ARCO, et la GIRC-ARCO, enfin la CFDT, à l'époque, s'y est opposé, hein, très clairement. Et enfin, l'enjeu de la réduction des inégalités femmes-hommes, au oui, au combien. Et d'ailleurs, à la CGT, nous avons une proposition pour prendre le mal à la racine. Hein. C'est pas donc des actions réparatrices, c'est de créer une contribution en faveur de l'égalité salariale femmes-hommes. Cette contribution serait appelée au taux national de 1% de la masse salariale, mais elle serait modulée entreprise par entreprise en fonction de l'amplitude des écarts de salaire entre femmes et hommes, et elle se réduirait au fil de la réduction de ces inégalités. Pourquoi ? Ce que la contribution ne leur rapporterait plus, on le récupérerait par la cotisation sur le salaire. Donc c'est quelque chose que nous avons particulièrement à cœur. Bon, est-ce que vous voulez réagir à ce qui s'est dit là ? On peut, mais on va peut-être laisser apparaître. Allez, c'est sage. Comment dire, le micro est ouvert, n'hésitez pas à le saisir pour poser une question. J'ai vu que parfois il y avait des défaillances quand on discutait de choses très techniques, mais vous avez tenu bon, merci. Alors moi je suis pas sûr d'avoir vraiment tenu bon, hein, parfois, mais bon. Mais si vous êtes là, c'est que ça va. Donc, alors vraiment une question de béotien, notamment à M. Haribey. Quand vous disiez, vous parliez des retraites, hein, seulement pas l'ensemble de la Sécu, mais donc il y avait un tiers qui était financé par l'impôt. Mais est-ce que, avec l'impôt, si le pouvoir change dans le pays, s'il y a une immense crise économique, est-ce que, comme déjà il y a une partie qui n'est plus compensée, est-ce que par l'impôt, on a la même garantie que par la cotisation, qu'année après année, ça soit continue à être versé. C'est ça ma principale préoccupation, mais je pense que c'est pas, enfin c'est une question assez simple, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui se la posent. Merci. On ne me laisse même pas le temps de réfléchir avec une autre question. Bon, pardon. Je réponds. Oui. À mon avis, il n'y a aucune garantie de l'obtention d'un rapport de force social ou politique a priori. On peut avoir le danger que vous signalez, tout à fait, mais ce danger aussi est peut-être le même, enfin de nature analogue en tout cas, dans les entreprises. Si le rapport de force salarié-patronat est défavorable aux salariés, eh bien le poids des cotisations sociales et l'allègement des cotisations sociales dites patronales, là aussi, hein, je ne vais pas vous convaincre que le vocabulaire différent de cotisation salariale et cotisation patronale est une absurdité, en plus d'introduire un biais idéologique tout à fait pervers. Bref, donc pour éviter le risque que vous signalez, il y a une nécessité de rapport de force politique, et pour le cas des cotisations sociales, un rapport de force sociale tout à fait
comparable, je crois. Donc, je lis pas dans le bar de café pour savoir ce qui se passerait si, hein, je ne sais pas. En tout cas, la question que vous soulevez mérite d'être étudiée, mais on ne peut y répondre qu'en regard du rapport de force qui existe dans la société au moment considéré. Si c'était le cas aujourd'hui, avec le battage médiatique que l'on a autour de la baisse des impôts, faut baisser les impôts, faut baisser les impôts, faut baisser les impôts, on ne sait pas jusqu'où d'ailleurs, hein, vous avez tout à fait raison. Et donc là, on a non seulement un dessaisissement, que vous semblez redouter à juste titre, et en même temps une restriction du champ couvert par le financement public. Je voulais rebondir sur ce que vous avez dit sur la distinction cotisation employée et cotisation employeur, patronale. C'est vrai que c'est une fiction complète. La plupart des études des économistes qui étudient l'incidence de l'augmentation des cotisations patronales montrent que si on augmente les cotisations patronales, ça se traduit par une moindre augmentation par la suite du salaire brut et qu'il y a un passage immédiat de la cotisation patronale vers le salaire brut. C'est les travaux d'Antoine Boggio. Ce mécanisme où la cotisation patronale est renvoyée vers les salariés ne peut pas fonctionner au niveau du SMIC, puisque là c'est l'administration qui fixe les salaires, mais justement, au niveau du SMIC, il n'y a plus de cotisation patronale puisqu'il y a des allégements. Je dis ça pour dire que la retraite, c'est les salariés qui la payent. C'est les actifs qui la payent, de manière totale. Et le problème d'accords comme de mode de gouvernance comme Arco-Agirc, c'est de laisser penser que c'est les entreprises qui payent, alimentant le discours sur les charges des entreprises. Donc moi, je milite pour que on calcule des salaires super bruts, qu'il n'y ait plus de cotisation patronale, que donc on matérialise le fait que c'est les salariés qui payent leur retraite, d'accord? Que donc si on veut plus de retraite, eh bien il faut prélever plus pour les salariés, modulo ce qu'on peut demander à d'autres impôts, et ainsi de suite, mais en finir avec cette fiction de la cotisation employeur. Et donc, avec la fiction d'une négociation entre les salariés et les employeurs autour de la retraite. En gros, il faut bien comprendre que les salariés négocient avec eux-mêmes autour de la retraite. C'est-à-dire que s'ils veulent plus de retraite, eh bien ça veut dire qu'il faudra plus de prélèvements pendant la vie active, et donc moins de consommation privée pendant la vie active, au profit de la continuation. Voilà. Bon. Donc, cette idée-là, qui est... alors en plus, ça permet de dire aux patrons, occupez-vous de la gestion de vos entreprises, payez-nous un salaire super brut, et puis après, ce qu'on fait de ce salaire, eh bien, c'est à nous d'en décider. Hein. Alors, comme, bien évidemment, la retraite, ça engage aussi les indépendants, tout ça, ça devient après extrêmement compliqué. Et puis savoir qui c'est qui représente le mieux les gens. Est-ce que c'est les gens qu'ils ont élus au Parlement et qui votent des lois de financement de la sécurité sociale? Ou est-ce que c'est des personnes qui émanent d'organisations syndicales? Là, on est en train de sortir du sujet. Mais cette idée que c'est les salariés qui payent la retraite, eh bien, en plus, c'est pas une idée... pardon, c'est même sans référence à des notions marxistes, d'accord? Plus grand respect pour les notions marxistes, c'est plutôt des économistes mainstream qui font simplement quelle est l'incidence si j'augmente les cotisations retraite employeur, qu'est-ce qui se passe, qui c'est qui paye? Bien, à la fin, et c'est assez rapide, c'est les salariés qui payent. Je voudrais insister sur cet aspect-là, parce que bien évidemment, ça a des conséquences majeures sur la manière dont on envisage la gouvernance. Voilà. Et ça montre... Enfin bon, voilà. Un autre point sur la contributivité. C'est au cœur de notre système l'idée qu'il y a un lien entre ce qu'on a cotisé et ce qu'on va toucher. Alors que ça passe par la technique des annuités ou des points, il y a toujours ce lien-là. C'est inscrit... Voilà. Il y avait un autre choix en 1945, c'est celui qui a fait le système britannique. Hein, c'est de dire la retraite, ça a vocation à assurer à tous ceux qui ont un certain âge un niveau de vie décent, même s'ils ne peuvent plus travailler. D'accord? Et donc, au Royaume-Uni,
vous payez, vous payez en fonction de vos moyens, alors c'est pas complètement déplafonné, mais vous payez en fonction de ces moyens, et vous touchez pas en fonction de vos contributions, comme en France. Vous touchez une retraite de base. Alors après, bien évidemment, cette retraite de base, si vous avez un salaire modeste ou des difficultés, ben, vous vivez avec. Si vous êtes cadre supérieur, vous allez faire de la capitalisation, vous allez épargner, vous n'êtes pas obligé de faire de la capitalisation, vous allez, vous faites ce que vous voulez de votre argent, et voilà. C'est un autre choix fondamentalement différent. C'est pas celui qu'on a fait. Et même nous, on a été très très loin, parce qu'avec Arco et Gerc, on va jusqu'à 8 plafonds. 8 plafonds, c'est 350 000 €. D'accord? Rendez-vous compte ce que ça veut dire. C'est même des salaires que, je ne sais pas si vous arrivez à imaginer, hein, mais bon voilà, 8 plafonds, hein, d'accord? Donc, on a un système qui est hyper courant. Et si on revient au moment 45, première déclaration de la ROC, je ne veux pas de plafond d'assujettissement, c'est-à-dire que je veux que tout le monde soit dans la sécurité sociale. Je ne veux pas écarter les cadres. Néanmoins, je veux un plafond des prestations, c'est-à-dire celui qu'on a pour le régime général. Et en gros, le plafond des prestations, c'est jusqu'à 2 ou 3 SMIC, donc ça couvre déjà une grande partie de la population. D'accord? Et puis après, son truc, c'était de dire, et bien après, c'est la place à la prévoyance libre. Et chacun fait ce qu'il veut de son argent. De toute façon, ces gens-là, s'ils trouvent qu'ils n'ont pas assez épargné pendant leur vie active, ils ne se retourneront pas à la retraite vis-à-vis de la collectivité, puisque de toute façon, ils auront de toute façon... voilà. Bon, c'est pas le choix qu'on a fait. On est un système extrêmement courant, mais c'est aussi pour ça que les dépenses de retraite dans notre pays représentent 14% du PIB. Alors, je connais vos critiques de la notion, mais enfin, c'est quand même utile d'avoir ces références, 14% du PIB, et que, eh bien, on est un peu parmi les plus hauts, à part l'Italie, qui est un peu au-dessus, quoi. Et les Anglais, au niveau de la retraite publique, ils ont beaucoup moins, ils sont à 7-8, d'accord? Mais bien évidemment, ils ont de la capitalisation, et même, ils ont été amenés à rendre la capitalisation obligatoire, parce qu'ils ont vu que leur système ne répondait pas à ce qui était plutôt les aspirations, et donc ils ont rendu la capitalisation obligatoire dans les entreprises. Mais nous, la contributivité, même si elle est tempérée par des mécanismes de solidarité, beaucoup plus développés au régime général que dans les régimes complémentaires, elle est constitutive de la manière dont on a pensé la retraite. Et c'est vrai que là, c'est pas du tout à chacun selon ses moyens, et à chacun ses besoins, c'est à chacun selon ses moyens, à chacun selon sa contribution, et la retraite de chacun, elle dépendra très largement de sa contribution. D'où la difficulté à faire un minimum de retraite, parce qu'on a un mécanisme de minimum de retraite MICO, d'accord, qui est subordonné au fait qu'on ait une retraite à taux plein. C'est-à-dire d'avoir été jusqu'au bout. Et en plus, ce MICO, ce mécanisme ce minimum, il est proratisé. Donc même si vous avez eu le taux plein parce que vous avez travaillé jusqu'à 67 ans, mais que vous avez travaillé que 20 ans, ben votre MICO, il sera proratisé à 20 sur 43, en fait, demain. D'accord? Donc, et alors, mais on pourrait se dire, ben, dans ce cas-là, il faut que ceux qui ont des faibles retraites aient aussi un minimum. Mais ça, on n'a jamais osé le faire. Parce que ça voudrait dire que des gens qui passent en France et qui travaillent 4 ou 5 ans, on leur garantirait un minimum. Voilà. Donc, articuler un minimum articuler un minimum de retraite avec notre dispositif contributif, c'est extrêmement compliqué. C'est pour ça qu'on a ce mécanisme hors retraite et qui relève de l'aide sociale, puisqu'il est récupérable de situation, qui s'appelle le minimum vieillesse. Alors bien évidemment, il n'est pas individualisé, mais c'est vrai que comme il relève de l'aide sociale, eh bien, on considère que le foyer est la bonne manière de voir le niveau de vie. Et quand je disais que c'est très difficile à articuler avec la retraite, par exemple, parce que tu me disais, voilà, c'est un des éléments où une fois on a testé l'idée avec les membres du corps. Donc on leur a dit, voilà, aujourd'hui quelqu'un qui a travaillé 20 ans, même s'il a une MICO, eh bien il risque d'avoir une retraite qui est inférieure au minimum vieillesse. Bon. Et donc, il aura à sa retraite le même montant de revenus que celui qui a travaillé 0 ans, si tant est qu'il existe. Hein, donc, voilà. Bon. Et la proposition était toute simple d'articulation. C'était un peu comme le RSA, c'est ben, dès que quelqu'un a cotisé,
il faudrait qu'il ait un peu plus que le minimum vieillesse, quoi, pour tenir compte du fait qu'il y en a un qui a travaillé 20 ans, donc qui a contribué, qui a aidé, qui a fait fonctionner, et l'autre qui a travaillé 0. Et quand je dis 20 et 0, hein, ça peut être 30 et 20, et bon, voilà. Et ça s'est heurté à cette vision. Alors, chez toutes les organisations syndicales, donc nous on a rangé, on n'est pas là pour évangéliser le monde, hein. Voilà, ça me paraissait beau. Et toutes s'est dit, attention, vous êtes en train de mélanger deux mondes qui n'ont rien à voir. D'un côté, la retraite, qui est de la sécurité sociale, qui a certains principes, et de l'autre côté, l'aide sociale, qui relève de l'État avec ses propres principes. Bon, moi, alors je comprends cette distinction, je sais qu'elle est constitutive de notre imaginaire, de nos représentations, de certains combats politiques. Mais vous voyez que le fait de ne pas arriver à la dépasser aboutit à ce qui ne paraît pas, enfin, je veux dire, c'est pas l'enjeu du siècle, hein, mais le fait que, eh bien, il n'y ait pas une prime à la contribution entre les gens dès lors qu'ils sont avec un niveau de revenu en dessous du minimum vieillesse. Mais ça m'a frappé de voir cette réaction qui était unanime, qui fait que on n'a pas été dans le détail du truc. C'était non, il ne faut pas mélanger la Sécu et l'aide sociale. Alors même que la vraie manière de lutter contre la pauvreté des personnes âgées, avec le MICO, on voit bien que on lutte contre la pauvreté des gens qui ont l'autoplein et une carrière complète, mais qu'on ne lutte pas contre la pauvreté de tous ceux qui ont des carrières hachées, et tout le monde sait que c'est ça le vrai problème. Et alors ce qui permet de lutter contre ça, ben, à la limite c'est le minimum vieillesse, quoi, hein, puisque là c'est indépendant de contribution. Donc voilà, je voulais attirer votre attention sur ces notions de qui c'est qui paye. C'est les salariés qui payent la retraite, enfin les salariés, pardon, et les indépendants, hein, je veux dire, puisqu'il n'y a même pas de cotisation employeur. Donc c'est ceux qui travaillent qui payent la retraite, c'est pas les employeurs. Et il faudrait le dire pour que le débat soit plus clair, d'accord, et qu'on en finisse. Voilà, la contributivité, elle est centrale et elle est aussi au cœur de nos représentations. On n'a pas fait le choix d'un niveau de retraite décent. Et enfin, cette séparation entre d'un côté la sécurité sociale et l'aide sociale. Mais le patronat, il a très bien compris l'histoire du salaire brut, parce que lui, il part du coût du travail, de masse salariale, qui correspond exactement au salaire brut. On va prendre la prochaine question. Oui, j'ai une réflexion et deux questions. La réflexion, c'est j'ai du mal à comprendre pourquoi aujourd'hui, et vous l'avez fait là encore, on dit pour la retraite à chacun selon comment dire ses besoins, et on finance en fonction de l'inverse. On finance en fonction de ses moyens et on reçoit en fonction de ses besoins. Par définition, ça ne s'applique pas à la retraite, hein, puisque en plus vous venez de définir, plutôt d'énumérer un certain nombre d'inégalités, et c'est la même chose pour le chômage, puisqu'il y a des règles. Autant ça s'applique pour l'assurance maladie, l'accès aux soins, mais je crois que ça ne peut pas s'appliquer, ou alors, expliquez-moi pourquoi on continue à dire cela, parce qu'il y a tellement de choses pour parvenir à l'égalité qu'on en est vraiment loin. Une question, elle s'adresse à vous tous, est-ce que vous avez réfléchi, et est-ce que ce serait intéressant de fusionner les deux régimes de base et complémentaires, hein, les deux régimes obligatoires? Est-ce que ce serait plus efficace, plus juste? Parce que il n'y a de régime complémentaire que dans le privé, et tout ce qui est la sphère publique, il y a un régime de base. Même si je sais qu'au final, c'est à peu près la même chose en termes de pourcentage de retraite, mais en tout état de cause, même si c'est de la répartition, d'un côté c'est par annuité, puis de l'autre c'est par point. Voilà, une question. Et puis l'autre, alors vous venez un petit peu d'en parler, puis c'est Jean-Marie Arribet, moi qui lui fait penser, puisqu'à un moment, Jean-Marie, tu dis, il y a le financement par le travail ou les revenus du travail. Donc moi je voulais revenir sur la richesse créée par le travail, hein, dans l'entreprise, où il y a à la fois les salaires et les profits. Et donc, moi, ma question, c'est est-ce que, effectivement, alors ça met peut-être à bas ce que vient de dire Pierre-Louis Bras, hein, sur les cotisations des entreprises, mais est-ce qu'on pourrait imaginer une cotisation patronale qui serait assise sur la valeur ajoutée de l'entreprise, à savoir
les salaires et les profits. Voilà, question. Oui. Non. Trois réflexions pour rebondir, mais répondre en partie et à Jean-Marie et à certaines questions que vous avez pu poser. On est toutes et tous ici marqués par des représentations et des interprétations différentes de la sécurité sociale. Et alors la mienne, je crois beaucoup aux institutions et au pouvoir des institutions, et en même temps je pense que, notamment à gauche, on a tendance à fétichiser les mécanismes et à devenir un peu fondamentaliste de certains mécanismes. Et qu'on gagnerait, c'est le cas, hein, je veux dire, c'est évidemment le cas si vous prenez la revendication de la CGT, c'est le cas par exemple, à avoir l'œil sur le résultat davantage que sur le mécanisme. Alors, d'abord, je crois aux institutions. Et donc, par exemple, votre question sur est-ce que si on finance différemment, ça va donner un pouvoir différent à l'État ? Un peu oui, mais le problème est déjà là, mais quand même. Je m'explique. On a un système qui a déjà un financement mixte, tu l'as dit. On peut rêver de quand c'était pas le cas, c'était il y a 40 ans. Le chemin pour revenir à quand c'était pas le cas, si c'est votre priorité dans la vie, je comprends, ça me paraît pas être fondamental. Voilà. Donc on a un financement mixte, deal with it. Par contre, ces institutions qui existent encore en partie, par exemple les recettes affectées, elles ont été créées à un moment où il y avait un certain rapport de force, et elles expliquent une trajectoire, y compris quand ce rapport de force a changé. C'est-à-dire que l'affectation des recettes à la sécurité sociale ou la définition des droits sociaux dans la loi, la raison pour laquelle on a des conflits qui reviennent sur le système des retraites, c'est qu'on a inscrit dans la loi un système à prestations définies. Donc, en fait, le rapport de force qui s'est structuré en institution, il produit des effets même quand le rapport de force a disparu. Et c'est pas la même chose que de renégocier chaque mois, chaque année. En même temps, il faut reconnaître que ce système de financement affecté, parfois et souvent en ce moment, il se retourne contre la sécurité sociale parce que c'est aussi celui-là qui permet de faire apparaître des déficits. Et donc on vous dit, vous avez des déficits, il faut donc réformer. Donc il n'y a pas de pouvoir absolu, mais aujourd'hui la situation est la suivante. On a quand même essentiellement des recettes affectées. Même les recettes fiscales, elles viennent encore aujourd'hui essentiellement en compensation des recettes affectées. Donc en fait, la dynamique des recettes de la sécurité sociale est plus importante que la dynamique de n'importe quelle autre recette, que l'éducation nationale par exemple. Parce que ces institutions perdurent, donc y compris sur la partie TVA, mais un point de fragilité très fort de la sécurité sociale, c'est qu'il y a des vases communicants entre le budget de l'État et de la Sécu, et que l'État, en fait, il arrive un peu à faire sa sauce, et donc ce système-là est affaibli. Donc moi je pense que les institutions comptent, et effectivement, parmi les éléments de résilience de la sécurité sociale, y compris de résistance aux réformes, la notion d'affiliation, de cotisation, de constitution de droit, le fait d'avoir des budgets séparés sont un des facteurs d'explication de la trajectoire du système de retraite français. Alors on peut même dire d'ailleurs, peut-être qu'on a été trop loin, trop haut pour certaines générations à cause de cette longue traîne. C'est-à-dire que la génération des années 50 a été plutôt bien traitée en termes de droits, etc. Mais en tout cas, les institutions produisent des effets. Voilà. Et donc c'est pas pareil que de négocier chaque année le budget. Deuxièmement, je pense qu'on fétichise un petit peu les mécanismes. D'ailleurs, on a passé la discussion à dire, la contributivité, il y a un continuum infini. Et donc, la question fondamentale, c'est quel est le rôle social qu'on veut voir jouer à la retraite. Les gens qui sont pour la capitalisation, c'est facile. Je veux retrouver mes sous, avec un taux de rendement. Il y a une vision un peu dure de la contributivité qui serait... qui est en gros celui de la GIRC-ARCO, même s'il y a de la solidarité, mais en gros qui est je veux retrouver l'empreinte de ma carrière. On peut avoir une version de la contributivité qui est l'extrême inverse, qui est aussi la revendication de la CGT, quand vous regardez, c'est de dire, en fait, la vocation des retraites, c'est le taux de remplacement. Le taux de remplacement, on veut telle part du salaire qui soit maintenue. Et la CGT rajoute, oui, mais en fait, si on a un salaire trop faible, il faut quand même un minimum. Donc il y a les deux. Et donc le fond de la discussion, c'est celui-là, et en fait, quand on regarde notre système, on n'est pas loin d'un truc comme ça. On n'est pas loin d'avoir un minimum, même si on l'a pas tout à fait. On a un taux de remplacement moyen qui est dégressif en fonction du niveau de vie.
mais mal réglés. C'est-à-dire qu'il y a plein d'écarts à la moyenne. Mais en fait, les cadres, ils ont un taux de remplacement plutôt proche de 60 voire 50% et pas 75. Et effectivement, tenir 75 pour tout le monde, c'est ambitieux. Au niveau du SMIC, on est plutôt plus proche de 80. Et donc, on a un taux de remplacement en sifflet. Et ça peut être un objectif à discuter en tant que tel. Et ensuite, une fois qu'il y a un accord sur l'âge, les objectifs du système, est-ce que c'est plutôt retrouver ses sous, retrouver l'empreinte de la carrière ou le taux de remplacement? Et c'est pour ça, moi, je pense que la contributivité, elle est comprise, y compris parce qu'en France, la fonction sociale de la retraite, c'est le maintien du niveau de vie, en partie. Et donc, on a souvent les questions, pourquoi est-ce que la retraite, elle n'est pas uniforme? Ce que disait Pierre-Louis Bras, bah, c'est pas sa fonction. Et probablement que si la retraite était uniforme, elle serait d'un montant plus faible et qu'elle dégagerait un espace plus important à la capitalisation. Et donc, je pense qu'il faut qu'on fasse l'effort de se porter sur ces éléments-là. Et enfin, de pas être... je suis nourri, moi, de ces discussions fondamentales, donc je vais pas les critiquer. Ça fait longtemps que je les écoute et qu'elles me nourrissent. Donc, c'est très bien, par exemple... je veux dire, j'ai rien contre l'impôt. Je suis d'accord avec toi, par exemple, Marie. La vraie question, c'est quel niveau de retraite on veut dans 20 ans et est-ce qu'on augmente les recettes? Cotisation et impôt, c'est une question secondaire. Et c'est très bizarre de parler d'abord de cotisation et impôt sans se poser la question de l'enveloppe. Ça, je suis d'accord avec ça. Après, moi, je me pose toujours la question de l'étape d'après. Donc, quand Jean-Marie, tu dis c'est toujours le travail qui paye, oui, c'est toujours les salariés qui payent. Et d'ailleurs, quand c'est payé par la TVA, c'est encore les salariés qui payent. C'est déjà le cas aujourd'hui. Et je suis pas loin de penser que c'était payé par les capitales, ça serait aussi les salariés qui payent. Donc, je vois pas trop à quelle réponse, à quel problème ça répond. Ce qui m'inquiète un peu dans ce débat-là, c'est le côté, attention, le mode de financement actuel nuit à l'activité économique, crée du chômage, etc. J'y crois pas trop. Mais bon, je pense qu'on peut être un peu syncrétique. Et du coup, moi, je me pose souvent la question de l'étape d'après. Parce qu'en fait, on part jamais d'une feuille blanche. On n'a pas des systèmes qui ont été pensés à l'origine et qui sont conformes à ce qui a été pensé à l'origine. On a une succession de dérives, d'ajustements, etc. Donc l'étape d'après, fusionner la GIR-Carco et le régime de base, à mon avis, c'est une étape qui a été quasiment tentée avec une intégration au PLFSS de la GIR-Carco. Il y a des avantages et des inconvénients. Du côté des avantages, la GIR-Carco est pilotée sans regarder du tout le taux de remplacement en réalité. Elle est pilotée en regardant l'équilibre des comptes, ce qui marche très bien. Mais du coup, ça évacue complètement de la question quel est le niveau de retraite auquel on a droit à un âge donné. Donc de ce point de vue-là, finalement, on pourrait quasiment dire que la sécurité sociale est plus pilotée avec une vision de gauche, entre guillemets, que la GIR-Carco qui est pilotée par les partenaires sociaux. Inconvénient, dans ce pays, les organisations syndicales, les patronales mais syndicales, ont le poids qu'elles ont, à mon avis, en partie, parce qu'elles gèrent des régimes obligatoires, l'UNEDIC et la GIR-Carco. Indépendamment du contenu des décisions qu'elles vont prendre sur l'assurance chômage et sur la GIR-Carco, vous leur retirez ça, à mon avis, vous les affaiblissez encore davantage. Est-ce que c'est une priorité? C'était le programme d'Emmanuel Macron en 2017, quoi. Voilà. Et donc, voilà mes réponses. Est-ce que c'est possible? Peut-être. Je pense que les questions prioritaires, c'est quelle pension veut-on dans 20 ans? À quel âge? Pour qui? Avec quelle structure de taux de remplacement? Et que, en fait, ces questions-là, elles permettent de structurer le débat. Et derrière, et là je rejoins Pierre-Louis Bras, moi je pense pas qu'il faille perdre beaucoup d'énergie avec cotisation employeur et salarié. Par contre, dire clairement, c'est les salariés qui payent leur retraite. Ça fait partie de la rémunération. On peut dire que les employeurs participent à la responsabilité sociale, pas simplement de payer au moment du travail, mais de payer globalement, cotisation employeur ou pas, on s'en fiche. Mais si on veut une retraite, il faudra que ça soit financé. Et donc ça inclut des arbitrages, sauf à dégager un rapport de force suffisant pour répartir différemment le fruit du travail. Mais... Oui, je vais... franchement, GIR-Carco, régime de base, je vais vous dire mon sentiment, en réalité, aujourd'hui, on s'en moque. Ce qui compte effectivement, c'est ce que représente la première pension par rapport au dernier salaire d'activité, c'est-à-dire le taux de remplacement. Et le gros sujet que l'on a,
c'est qu'aujourd'hui, dans les négociations Agirc-Arrco, je participe à toutes ces négociations, le taux de remplacement est un sujet qui est devenu tabou. En d'autres termes, il n'y a que la CGT pour demander des projections, et on les a, sur l'évolution des taux de remplacement, et on voit qu'à l'horizon 2070, taux de remplacement des cadres, ça sera autour de 50%, ceux des ouvriers employés de 70%. Ce qui veut dire que donc l'essentiel de la population ne maintiendra pas son niveau de vie lors du passage de l'activité à la retraite. Et c'est bien ça l'enjeu du système de retraite, c'est comme ça qu'on l'a voulu en tout cas, c'est maintenir la continuité du niveau de vie procuré par le salaire lors du passage de l'activité à la retraite. Conclave, on y a été, pas très longtemps, pour la CGT, au conclave, on a posé, c'était bien parce qu'on avait l'espoir de faire réaliser des études qu'on n'arrive pas à faire par Gilbert Sette, parce que le corps file un mauvais coton en ce moment. On a demandé des projections sur les taux de remplacement. Combien d'organisations syndicales ont-elles demandé, à votre avis, des projections sur les taux de remplacement? Une seule, la CGT. C'est-à-dire que les gens, les militants, les négociateurs perdent de vue ce qui est le niveau, le nerf de la guerre. La pérennisation du système, on s'en moque. Si le système vient à verser des cacahuètes, excusez-moi pour la trivialité du propos, mais c'est véritablement ça. Alors, ensuite, force est de constater que les taux de remplacement au niveau de la GERC et de l'ARCO ont beaucoup plus baissé que ceux au niveau de la sécurité sociale. Qu'est-ce qui est en cause là? Ben, c'est le paritarisme. C'est le paritarisme qui est en échec. Ça ne veut pas dire que un pilotage étatique soit vertueux. Ça veut dire que, finalement, la conception selon laquelle l'administration de la sécurité sociale, qui est restée assez théorique, mais quand même ça existait, dévolue à 75% des représentants salariés pour 75% et 25% pour les employeurs, n'était pas totalement stupide. Et c'est ça la clé de l'efficacité. Alors, je dois avouer que j'ai fait la remarque de Pierre Goudbras lors d'une négociation à Agirc-Arrco, en disant aux employeurs, mais écoutez, finalement, je comprends pas trop, à la limite, ce que vous faites autour de la table, parce que la cotisation, c'est notre salaire, la cotisation, ça nous appartient, c'est à nous d'en disposer comme on l'entend. Oui, c'est vrai. Bon, alors autant vous dire qu'ils n'ont pas tellement suivi et que j'ai eu un succès auprès des autres organisations syndicales qui ont rigolé. Ceci étant, il faut quand même pas obliger qu'il y ait une logique dans cette part dite, et je mets des guillemets patronale de la cotisation, et la part dite salariale de la cotisation. Quand vous augmentez la part salariale des cotisations, vous diminuez le net. Quand vous augmentez la part patronale des cotisations, vous augmentez le salaire, vous augmentez le poids de la masse salariale dans le produit intérieur brut. Donc l'idée, c'est de pouvoir prendre, selon les circonstances, sur la valeur ajoutée, sur la création de richesse, ou de prendre plutôt sur le net des salariés. Et c'est pas complètement idiot. Et ce qui m'ennuie, c'est que parmi les jeunes entrepreneurs, ils sont sur la thèse du salaire brut. On vous le fixe, du super brut, on vous le verse, et vous vous démerdez avec ça, et puis on n'y touche plus jamais. Ah ben non. Comment s'opère le partage des gains de productivité? Donc, vous voyez, tout se discute sans sanctuariser ou fétichiser. Alors, autre inconvénient, très important, et il y a dans tout ça. Parce que si on considère que le financement de la sécurité sociale ne repose que sur les salariés, sur le travail, on va immédiatement se dire, mais l'IA va développer de plus en plus de chômage, donc notre modèle de protection sociale ne résistera pas à ces nouvelles technologies. Il ne faut pas se méprendre sur la nature du salaire. C'est un prélèvement sur la richesse. Et pour caricaturer mon propos, quand bien même n'aurait-il
que 1 million de salariés au travail en France, mais qu'ils produisent toute la richesse nécessaire parce que l'automatisation, etc., autour fait le boulot, ça n'empêcherait pas de prélever sur la richesse. C'est pour ça que je suis un peu défiante quand j'entends dire super brut, vous voudrez brouiller avec ça, c'est le rapport démographique qui commande tout. Non, le rapport démographique ne commande pas tout, c'est la richesse créée et les gains de productivité qui commandent tout. Un petit dernier mot pour Jean-Marie Arribet, et puis on arrête là. Bon, on a discuté beaucoup de ce problème du financement. Moi, ce qui m'a frappé dans toutes les mobilisations contre la réforme des retraites, et particulièrement dans la dernière, c'est que vous écoutiez les manifestants, vous regardiez les pancartes qu'ils portaient, c'était, derrière la question des retraites, c'était celle du travail dont il était question. C'est-à-dire des conditions de travail, des finalités du travail, du sens du travail, de la souffrance au travail, etc. Et donc c'était ça qui était en jeu. La question de la pénibilité, elle renvoie à ces questions-là, sur le sens du travail aujourd'hui. Et je pense que la dernière bataille, il y a 2 ans, contre la réforme Macron version numéro 2, je crois qu'elle portait ça. C'est-à-dire, et c'est ça, je pense qu'il faut pouvoir recontinuer à porter. C'est-à-dire que bon, il y a la question du financement, on en a parlé, on n'est pas très éloignés les uns des autres là autour de la table, mais c'est la question du sens du travail, des finalités de celui-ci. Et là, on est en plein articulation avec la question écologique. Les questions sociales, les questions écologiques sont extrêmement liées. Et donc la définition même d'un sentier pour aller vers une meilleure retraite, c'est plus simplement, Sylvie, la question où il faut qu'on ait des gains de productivité très élevés. On disait ça, je disais ça il y a 30 ans. Oui, mais bon, mais pour bien me faire comprendre, je poursuis. Il y a 30 ans, je disais ça moi aussi, il y a les gains de productivité qui sont là, il faut les partager. Bon, maintenant, on sait qu'ils ne seront plus là, en tout cas de manière très réduite, et donc ça propose les finalités du travail dans une nouvelle dimension. Et voilà. Bon, je crois que c'est ça qu'il est important aussi de dire dans une discussion sur les retraites. Il y a la question du financement, certes, il y a aussi la question de ce qu'il y a en amont. C'est une belle ouverture du sujet. Merci beaucoup pour cette conclusion qui ouvre vers d'autres champs. Et d'ailleurs, je remercie beaucoup nos intervenants du jour, donc Pierre-Louis Bras, Michael Zemmour, Sylvie Durand et Jean-Marie Arribet. Et puis ne bougez pas parce que nous avons un autre débat passionnant, celui-là sur la branche famille, un autre pilier de notre sécu. Ouais.